Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, Erwan Barillo, écrivain. Vous venez tout juste de publier Destin russe à Paris, publié aux éditions des Sirtes. Ce sont des destins russes ça raconte les destins de Russes au siècle, sur le XXe siècle, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai eu accès à un fonds d'archives inédit, celui du Conservatoire russe de Paris. 3000 documents, des partitions, des lettres, des photographies. Et à partir de ces documents-là, j'ai pu raconter une histoire inédite sous un angle qui n'avait jamais été raconté jusque-là, avec aussi une centaine de témoignages. Et ça donne en fait l'histoire de tous ces Russes dans le milieu artistique, de la musique, de la danse, qui ont quitté Moscou, Saint-Pétersbourg, la Crimée à partir de 1920 pour fonder en fait à Paris le Conservatoire russe en 1924, qui existe encore 100 ans plus tard. Voilà. Et donc je voulais raconter cette histoire qui va bien au-delà du Conservatoire russe, mais qui est vraiment une épopée de l'émigration russe dans le milieu artistique. Et également sur ce plateau, Najwa El Haïté qui nous a rejoint, docteur en droit public. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan, et Frédéric Foujas, président de Tenkan Paris et auteur de l'anthologie de la com aux éditions Studirama, je vais y arriver. Et vous venez de publier L'élégance n'est pas une option, question de management, qui est un petit précis de questions qui peuvent se poser aux différents managers. Les managers sont-ils condamnés à la culpabilité ? Beaucoup de questions qui interpellent vraisemblablement tous ceux qui sont à la tête de petites et moyennes entreprises. Des questions sur le comportement qu'on a dans une entreprise vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis de ses collaborateurs, sur aussi un texte important en tout début de livre sur la fragilité. Un manager aujourd'hui dans l'entreprise n'a pas le droit de paraître faible, il est obligé de paraître fort, et en fait on est tous des êtres fragiles, personnellement, professionnellement, et donc on n'est pas si fort qu'on le paraît apparemment. Alors Arnaud, vous aviez droit à un coup de cœur. Oui, alors vous venez de me spoiler en vérité, parce que mon coup de cœur, c'était le livre de notre camarade Erwan Barillo. J'ai eu la chance de le recevoir en service de presse. Il était pour moi au départ. De l'avoir en service de presse. Ouais. Et c'est un coup de cœur parce que Destin russe à Paris, donc aux éditions des Sirtes, qui nous ramène, comme le disait d'ailleurs Erwan lui-même, sur la fondation du conservatoire Rachmaninov. C'est une visite dans cette population russe blanche et émigrée, parce qu'il y a eu plusieurs vagues en vérité. On est toujours pas sur uniquement la vague des Russes d'ailleurs, aussi des Arméniens. Bien sûr. De gens qui sont arrivés à Paris et qui étaient une population un peu comme ces jeunes enfants ukrainiens quand ils sont arrivés dans les écoles françaises, qui étaient extrêmement doués pour les mathématiques. On s'apercevait qu'ils avaient 2 classes d'avance sur le même niveau pour une classe française. Là, c'était un petit peu pareil. Ce sont des gens qui sont arrivés avec une culture absolument extraordinaire et une culture artistique particulièrement pointu. Et en plus, ça m'a ramené, parce que je suis vraiment sur la nostalgie aujourd'hui, on est Tupperware, mais le livre d'Erwan m'a ramené aussi, je suis suffisamment vieux pour me souvenir de ces Russes blancs qui étaient encore très présents à Paris. Et j'ai des souvenirs de parties d'échecs avec Vania, qui était le père de mon camarade Cyril Bogaevski. J'ai des souvenirs de la rue Daru, du restaurant la ville de Petrograd, et des concerts, particulièrement dans cet endroit invraisemblable qui était le conservatoire Rachmaninov. Donc c'est un très beau livre. Basé sur énormément de documents assez inédits. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à cette période, et ça, en plus, ça coupe une période extrêmement longue, c'est un siècle. Et ça fait un siècle déjà, 1924-2024, c'est un siècle. Donc beaucoup de cœur à découvrir, et une histoire particulière, surtout pour nos amis russes qui aujourd'hui sont un peu mélangés dans l'histoire de la géopolitique, etc. Et on leur fait quelquefois un manque d'élégance d'ailleurs avec nos compatriotes d'origine russe, et ils le méritent pas, et je pense que c'est une belle histoire à découvrir. Voilà. C'est un beau coup de cœur. Frédéric Foujas, j'aurais dû enchaîner avec Erwan, ça concerne Paris. Oui, c'est un coup de gueule parisien. Alors, coup de gueule pour une fois, et parisien, désolé pour nos auditeurs, mais la capitale, c'est la capitale de toutes et tous. Un coup de gueule contre la novlangue et la politique d'une élite déconnectée. Alors,
trop connectés aux réseaux sociaux probablement, mais peut-être pas suffisamment connectés aux citoyens. Je parle de cette élite qui nous prend, moi je le pense, pour des imbéciles. Non, Paris n'est pas une ville apaisée comme nos édiles veulent nous le faire croire en nous bourrant le crâne de vocabulaire abstrait. Non, moi je n'ai jamais entendu quelqu'un dire prendre une mobilité douce pour se rendre au travail. Les gens, ils prennent le métro, ils prennent leur voiture, ils prennent un vélo. Non, il n'y a pas les gentils cyclistes et les méchants automobilistes. Moi je ne suis pas automobiliste, mais c'est pas pour autant que je les considère comme des méchants. Il n'y a que des personnes en fait qui veulent circuler dans un chaos qui paraît de plus en plus organisé et stressant pour tous. Désormais même les piétons sont stressés, ils ne savent plus où regarder, où marcher dans la rue, à quel moment il faut traverser, quand nombre de vélos leur foncent dessus. Non, il n'y a pas d'espace partagé comme aiment à s'en vanter nos édiles. La ville elle devient, je trouve, un gros bordel où plus personne finalement ne trouve sa place. Et quand on voit, il y a une semaine après le décès apparemment criminel d'un cycliste, des centaines, peut-être même des milliers de messages de haine contre les utilisateurs de ces dites mobilités douces, je me demande, mais qu'avons-nous fait pour en être capable aujourd'hui de nous insulter uniquement parce qu'une personne circule en vélo? Enfin, dans quelle société vivons-nous, quoi? Est-ce qu'on mesure l'ampleur de l'échec de cette politique qui finalement oppose les uns et les autres? Il y aurait des bons, il y aurait des méchants, mais est-ce que les méchants ce sont pas plutôt ceux qui sont responsables de cette politique de désorganisation et de dégradation de la ville qui devient finalement chaque jour plus stressante, plus violente, et moi je trouve pas plus agréable à vivre. Non, je me suis trouvée dans la rue aussi complètement paumée, avec des vélos qui arrivaient à toute allure à droite, le feu qui n'était pas synchronisé avec les vélos, donc pour traverser, il faut être ingénieur, ou en tout cas avoir un esprit très affûté, faire très attention. Et puis il y a le problème des poubelles aussi dans Paris, je ne sais pas si vous voyez la saleté de la ville, enfin, c'est assez consternant. Oui, non, moi je partage... Bien sûr, mais on ne peut que le partager. Votre coup de gueule. À moins d'avoir 22 ans, d'être sur un vélo, franchement, Paris... Mais même encore, il y a des trottinettes électriques qui vous foncent dessus sur le trottoir, qui est devenu une voie de circulation, c'est nouveau. Et les vélos qui prennent le sens interdit, puisque c'est autorisé, c'est-à-dire vous êtes complètement déconcerté par le sens de la circulation, et puis comme vous le dites très justement, tout ça devient extrêmement stressant, et ça crée des tensions là où il devrait pas y en avoir, et c'est insupportable. Donc on regrette la parenthèse enchantée des JO, là où il y avait moins de circulation, mais la vie c'est aussi la circulation, et la circulation elle est loin d'être sereine à Paris. Ouais. Alors, on continue avec vous, Najwa, c'est un coup de cœur. Mon coup de cœur concerne l'interdiction d'accès de Monsieur Richie Thibault, assistant parlementaire d'Ercilia Soudé. La députée LFI Ercilia Soudé, qui a été interdit donc d'accès à l'Assemblée nationale pour avoir qualifié les policiers d'enfants de Pétain et appelé à l'intifada dans les rues de Paris lors d'une manifestation contre Israël. Et moi, je salue cette décision, parce que c'est une marque d'autorité qui nous vient de l'administration de l'Assemblée nationale, de sa présidente également, parce que elle met en fait en lumière, mais elle est déjà mise en lumière, cette responsabilité de cette partie de la gauche qui attend le grand soir, qui sème le désordre là où elle se trouve, faut bien le dire, notamment dans des manifestations non déclarées et qui s'avèrent souvent violentes. Il faut savoir que les autorités ont identifié, c'est intéressant concernant cet attaché parlementaire, ils l'ont identifié dans au moins 16 actions de désobéissance civile, selon vos confrères d'Europe 1. Je pense notamment à celle concernant les méga-bassines à Sainte-Oline en mars 2023, où il était présent, et souvenez-vous, cette manifestation a dégénéré et blessé plusieurs gendarmes. Alors, face à cette décision de lui interdire l'accès à l'Assemblée nationale, il y a eu une réaction de sa patronne, Madame Soudé, qui ne s'est pas fait attendre sur les réseaux sociaux et notamment sur X, où elle dit, et je la reprends: le bureau de Yael Braun-Pivet, elle conteste en tous les cas cette décision en disant que c'est une décision inédite qui représente une ingérence gravissime dans un cabinet parlementaire d'opposition. Donc on voit là que par ces propos que ce sont les rois de la victimisation. Par contre, cette députée ne trouve pas gravissime les propos tenus par son assistant, qui se rêve en Che Guevara, mais qui en est bien loin. C'est un Che Guevara au petit pied, un Che Guevara
d'opérette, il faut bien le dire. Et en réalité, et j'en termine par là, cet attaché parlementaire est l'incarnation de la bordélisation de son parti, LFI. D'ailleurs, dans une importante enquête réalisée par Ipsos que je vous invite à lire, la France insoumise est majoritairement considérée par les Français comme un parti dangereux, comme un parti antidémocratique. Les Français ne se sont pas trompés et on attend que la justice, qui a été saisie par différentes plaintes, soit au rendez-vous. On va continuer à parler un petit peu de l'Assemblée parce que j'ai un problème pour savoir lequel choisir. Vous allez voir dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe à l'Assemblée, de ces députés qui sont quand même lunaires. Hein. On parle de la France insoumise, mais il y en a d'autres. Mais eux, ils s'illustrent particulièrement. Alors, vous vouliez réagir, Erwan, à ce que disait Najwa, à l'interdiction d'accès à l'Assemblée nationale de l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet, Richie Thibault. Je vais modestement essayer d'introduire un peu de complexité et de nuance dans le débat, puisque effectivement, je n'approuve pas du tout ni les méthodes, ni le fond des idées de la France insoumise. Mais il me semble qu'interdire l'accès à un assistant parlementaire, c'est un très dangereux précédent. On sait que l'Assemblée, normalement nationale, est un lieu d'expression libre. On n'a pas le droit de poursuivre un député pour un propos qu'il aurait tenu dans l'hémicycle. Et interdire l'accès, je crois que depuis, je ne veux pas faire la personne qui cite les heures sombres, mais je crois que depuis 1940, ça n'a pas eu lieu, cet événement. Donc je sais que Yaël Braun-Pivet a un tropisme, on va dire, autoritaire. Elle est celle de toutes les présidentes de l'Assemblée nationale qui a pris le plus de sanctions administratives contre des députés. Je trouve ça très grave. L'Assemblée nationale doit rester un lieu d'expression libre, et même si je suis absolument en désaccord avec la France insoumise, je ne veux pas leur donner des prétextes ensuite, s'ils arrivent au pouvoir, pour faire la même chose face à des députés de leur opposition, car ils ne s'en priveront pas. Et donc, je pense qu'il faut montrer l'exemple et être absolument dans cette séquence. Vous savez, la fameuse phrase « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez exprimer vos opinions ». Et sur le fond, elle a évoqué le trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas neutre comme argument. C'est-à-dire que le trouble à l'ordre public, c'est pas. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a un problème, c'est que l'assistant parlementaire n'est pas le salarié de l'Assemblée nationale. C'est un contrat de droit privé. Exactement. L'assistant parlementaire, je sais de quoi je parle. L'assistant parlementaire est le salarié du député. Empêcher quelqu'un de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est une chose. C'est très embêtant parce qu'il peut ne pas pouvoir exercer sa profession. Dans l'absolu, il n'est pas obligé d'être à l'Assemblée nationale pour faire sa profession. Puis la liberté d'expression, ça s'applique pas à lui. La liberté d'expression, ça s'applique aux députés. C'est un précédent un peu particulier, surtout parce que sur la période que l'on connaît avec le budget, etc., l'assistant parlementaire se raille beaucoup, abène des notes dans les couloirs à la députée. Elle en a d'autres. Hein. Oui, mais ça pourrait. Mais les déclarations de ce garçon me sont insupportables. Non, mais je sais, je pense que je connais vos positions. En sa présence, je pourrais éventuellement faire de l'expression libre corporelle. Le seul chemin, dans les rues de Paris, c'est l'intifada. C'est ce qu'il avait dit. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est condamnable en termes de justice. En termes professionnels, ça me paraît extrêmement compliqué à défendre. Et un peu dangereux. Encore une fois, Madame Braun-Pivet n'est pas l'employeur. Mais ça donnerait un précédent intéressant pour les assistants parlementaires, parce que je vous rappelle que quand vous êtes licencié à la fin du mandat de votre député, c'est l'Assemblée nationale qui vous dit que vous êtes licencié, mais en même temps vous n'êtes pas le salarié de l'Assemblée nationale. Donc ça met un trouble. Alors, oui. Frédéric Fougera. Je voudrais rajouter ma couche aussi en tant qu'ancien assistant parlementaire dans ma jeunesse. On est beaucoup à être passé par là. Quand même, il y a 2/3 des assistants parlementaires ne mettent jamais les pieds à l'Assemblée nationale parce qu'ils travaillent en circonscription, donc ça n'empêche pas de travailler. Ça, c'est une première chose. Le fait de lui interdire à l'Assemblée nationale, ça ne va pas l'empêcher de parler, de s'exprimer sur les réseaux, dans des manifestations. Donc, il n'y a pas une atteinte à la liberté d'expression, il y a plutôt une décision symbolique dont je ne mesure pas la réalité de la portée, mais qui va effectivement risquer de lui permettre de se victimiser.
La dernière chose que je voulais dire, c'est que ça ramène quand même encore une fois la question sur le rôle des collaborateurs parlementaires, des élus politiques. On a un procès plus ou moins médiatique en ce moment avec des assistants de feu le Front National. Ces gens sont supposés assister des élus dans l'exercice de leur activité parlementaire et non pas dans l'exercice de leur activité politique. Et là, il y a un flou, mais qui quand même permet de à nouveau s'interroger sur est-ce que les finances publiques sont là pour permettre à des gens de faire leur activité politique ou leur activité parlementaire. On y croit ou on n'y croit pas, mais on peut quand même se poser la question. Dans les faits, à moins que vous considériez les élus comme des espèces de super cadres auxquels on impose des règles de bonne gestion, de bons trucs. La politique, c'est pas l'entreprise. Vous avez fait les deux, moi aussi, mais la politique, ce n'est pas l'entreprise. Il faut arrêter avec ça. Il y a pas, le député, il n'arrête pas d'être un politique parce qu'il rentre à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Il continue à faire de la politique, il est là pour ça, et les Français l'ont élu pour ça. Si c'est pour devenir un espèce de haut fonctionnaire de niveau en dessous, parce qu'il n'est pas payé non plus au niveau des hauts fonctionnaires, je veux dire, c'est un peu cher payé. Il fait de la politique, et c'est normal, ses assistants parlementaires aussi. Après, c'est une question de comportement. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est le précédent de l'entrave au droit du travail, et qui d'ailleurs peut se retourner contre l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment ça se passera, mais voilà. On verra. Dernière chose, c'est normal, c'est une appréciation, c'est pas juridiquement, c'est une appréciation. Et en l'occurrence, les collaborateurs politiques dans les collectivités territoriales ont une fonction et un travail qui est vraiment très différent de l'activité politique de l'élu. Donc l'élu, oui, il fait de la politique et il fait son métier. Les collaborateurs qui sont payés par nos impôts, c'est autre chose. Et on se voit que les assistants parlementaires dans toutes les assemblées ont un rôle trouble, alors que les collaborateurs ne sont pas payés par l'Assemblée nationale. D'accord, mais si vous venez avec quelqu'un dans un endroit quel qu'il soit, si j'estime qu'il y a un trouble à l'ordre public, je vous interdis d'y entrer, que vous soyez rémunéré par mois ou non. Je pense que c'est le règlement. D'ailleurs, je vais vous dire, même dans les, enfin ça c'est un autre exemple, mais même dans les tribunaux. La police du tribunal, c'est le président du tribunal. Donc ça peut être tribunal civil, correctionnel. Et le président du tribunal est à même pour maintenir la tranquillité au sein de l'audience, d'expulser avec l'aide des forces de l'ordre une personne gênante et qui trouble l'audience. Donc bon, voilà. Alors, je voulais vous parler donc toujours de l'Assemblée nationale et du concours Lépine de l'idée la plus stupide, on va dire. Nous avons eu monsieur Caron, Émeric Caron, hier, qui a proposé un crédit d'impôt sur les animaux domestiques de 30 € par mois et par animal. C'est une petite blague qui coûterait 6 milliards d'euros à l'État, c'est peanuts. Mais surtout, c'était pour vous faire sourire, quelqu'un sur Twitter a dit un grand merci à vous, Émeric Caron, de proposer que je bénéficie ainsi d'un crédit d'impôt de 54 000 €, sans compter les 18,75 par fiscal. Ce monsieur a un élevage de chasse à courre. Il est propriétaire d'une meute de chiens, donc voilà. C'est très de gauche comme mesure. Oui, c'est très de gauche. Donc ça, c'est un peu stupide, en invoquant l'augmentation du prix des coquettes. Certes, c'est très cher, mais bon. Et le deuxième, alors je vais vous faire écouter le son. C'est un député LFI, Frédéric Maillot, qui pointe. Non, il n'est pas LFI. Il est écolo, je crois. Je dis une bêtise. Vous êtes trompé sur la marque de maillot. Voilà. Alors Frédéric Maillot, qui nulle part. Alors il doit être non inscrit parce que je vois pas son appartenance. Bref, écoutez ce qu'il disait hier à l'Assemblée. Partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur. Mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir. Et pourtant on dit bien un vote blanc et personne n'aura choisi. Voilà, on en est là aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est l'inculture de cet homme qui ne connaît pas l'origine des expressions. Broyer du noir, c'est pas écraser un noir avec un marteau et un pilon, c'était les peintres qui broyaient la couleur noire pour leur tableau. Le travail au noir, c'était au Moyen-Âge quand on devait travailler la nuit avec une chandelle pour pouvoir travailler. Enfin, ça n'a rien à voir avec la couleur. Donc c'est la gauche. Alors lui, il est gauche, démocrate et républicaine. Pardon, c'est le groupe des communistes.
journaliste. Voilà. Valérie, vous avez raison. Mais ça m'a sidéré. Je me suis dit, mais on en est là de bêtises et d'inculture. J'ai une réponse. Vous avez apporté la réponse culturelle et historique. Moi, j'ai une réponse plus factuelle à apporter à ce parlementaire, moi qui suis extrêmement présent sur le continent africain par mes activités. Eh bien, dans tous les pays africains francophones dans lesquels j'exerce, on dit travail au noir et on dit mouton noir. Ouais. Et donc, il y a pas de, on dit pas travail au blanc ni mouton blanc. Il y a pas de questionnement sur ces sujets. Donc, c'est vraiment importer une question de racisme là où il y en a pas du tout. Nous sommes tombés dans le piège de la seconde gauche venue des États-Unis. Ça nous est revenu comme un boomerang, parce qu'encore une fois, tous ces délires viennent de nos sociologues, philosophes français. La French Theory. Voilà, exactement, la French Theory, où on les avait pieds au cuté des universités françaises. Ils sont allés prendre des sous et faire des visites des backrooms en Californie. Et la théorie nous est revenue 50 ans plus tard avec tous ces délires sociologiques et philosophiques. Aux États-Unis, il faut bien se rappeler quand même que dans la communauté noire, par exemple, on a changé la couleur des touches des pianos. Mmh. Oui, voilà. non, mais parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de touches noires, donc on a fait le contraire sur les touches, etc. Non, mais on rentre dans un délire où même vous savez, c'était l'ancien patron de la DGSE, j'ai oublié son nom, qui m'avait dit le vocabulaire, c'est le lieu de la guerre. Ouais. Donc quand vous en arrivez là, où on vous dit les mots sont coupables, les mots doivent être changés parce que le langage doit être changé parce que il me choque, je me sens victime. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en allant contre le sens même des mots, ça me rappelle furieusement 1984. Ça me rappelle 1984, mais surtout 1966, la révolution culturelle et autres délires néo-staliniens. Supprimons le mot noir du vocabulaire dans ce cas-là, mais c'est surtout l'absurdité, le contresens absolu, la démagogie. Et je vais vous dire, ça me rappelle aussi, vous vous souvenez de cette proposition de loi sur la discrimination capillaire, d'ailleurs qui est rentrée dans le code du travail. Donc là aussi, je veux dire, je pense que les parlementaires et surtout nos députés, puisqu'on parle des députés, ont mieux à faire que de produire et de rédiger, de phosphorer sur des projets de loi vraiment non prioritaires et qui sont teintés d'une certaine, comme vous le disiez très justement, idéologie qui nous vient des États-Unis. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron, entre autres. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, donc vous vouliez revenir, Erwan, sur ce que nous disions. Vous aviez vous vouliez ajouter quelque chose sur ces députés donc qui proposent des amendements à tout va ou qui font des réflexions pour le moins étonnantes. Le pinaillage parlementaire, à mon avis, c'est le symptôme du manque de souveraineté et du politique en général et de l'Assemblée nationale en particulier. Autrefois, l'Assemblée nationale, c'était le lieu des décisions, du pouvoir. On voit bien que tout ça s'est dilué et que maintenant, tout ce qui reste à ces députés, c'est prendre la lumière, exister, proposer un petit peu n'importe quoi pour faire polémique. Et aussi, comme ils ont perdu la capacité d'influer sur le pouvoir réel, qui est le pouvoir économique, donc sur les questions sociales, voilà, il y a un nouveau clivage qui s'est formé un peu à l'américaine entre démocrates et républicains où on se positionne sur le sociétal. Voilà, il y a ceux qui sont plus conservateurs, ceux qui sont plus démocrates, progressistes. Mais en réalité, tout ça ne change pas la vie sociale et économique des gens. Et d'ailleurs, la tradition française, c'était la gauche plus régulatrice de l'économie, la droite plus libérale, c'est-à-dire le contraire du modèle anglo-saxon. Et là, on est en train de s'aligner sur les anglo-saxons, ou même le groupe GDR communiste, qui normalement est censé s'intéresser à l'économie, dit il faut supprimer le petit noir, il faut supprimer le travail au noir, enfin des expressions dans lesquelles le mot noir est mentionné, comme si c'était vraiment au cœur des habitants de Denain dans le Pas-de-Calais. Je ne pense pas que les ouvriers et les employés français qui sont payés au SMIC se disent il faut absolument qu'on supprime l'expression travail au noir, parce que là c'est vraiment du racisme déguisé. Ouais, sauf que ça n'a strictement rien à voir. Exactement. Hier, on n'a pas eu le temps d'évoquer le sujet de la naturalisation des Français, des étrangers qui veulent donc acquérir la nationalité française. Othman Nasrou s'est expliqué et a dit qu'il voulait 2 nouveaux tests plus
beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué, mais il en existait déjà des tests. Donc est-ce qu'ils sont au niveau Français par QCM, j'avoue. Oui, c'est ça. Non, mais ce test, moi, quand j'ai lu cette actualité, j'ai dit, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, entre guillemets. Oui, c'est ça. On attend plus de ce projet de loi immigration annoncé par le ministre de l'Intérieur que ces tests qui s'ajoutent, alors que le test existe déjà. Pourquoi ? Parce que, je vous cite un exemple concret. J'ai un client qui m'a aussi sollicité pour obtenir sa nationalité française. Donc il est libanais, il a un CDI, il est très bien intégré, etc. Et il me disait, j'ai appris qu'il y avait un test, donc il faut que je maîtrise bien la langue française. Je lui ai dit tout à fait. Et également l'histoire de France, parce qu'il y aura des questions aussi là-dessus. Et puis la thématique de la laïcité. Donc, ce qui m'a permis d'ailleurs de lui offrir surtout mon ouvrage. Ah, bravo. Placement produit, c'est bien. Pas de lui vendre, hein, mais de lui offrir mon ouvrage. Mais vous voyez, ça existe déjà. Oui, c'est ça. Donc lui, il voudrait qu'il y ait un test de langage en plus. Bah oui, mais il existe déjà aussi. C'est quoi, gadget, effet d'annonce Mais c'est ce que vient de dire Erwan, c'est que quand le politique n'a plus en vérité le pouvoir, il ouvre le magasin de farce et attrape. Donc à l'extrême gauche, on utilise les relents encore une fois de la nouvelle gauche, qui est en vérité la vieille nouvelle gauche, avec du sociétal. Et puis quand on est la droche, c'est-à-dire LR, on essaye de trouver de l'autorité en essayant de sortir un gadget de choses qui existent déjà. Mais moi, la complication dans tout ça, c'est que, encore une fois, français sur QCM, moi, ça me pose problème. Tout à l'heure, on parlait du livre d'Erwan, avec ces Russes qui étaient arrivés en France, qui avaient créé le conservatoire Rachmaninov, qui jouait admirablement du piano, qui faisait de la danse, qui faisait du théâtre, de la poésie, etc. Et là, on en est à parler de gens qui vont remplir des QCM, et tout ça est pas à la hauteur pas à la hauteur des enjeux, quoi. La nationalité française, c'est pas simplement un truc de QCM, c'est pas en rajoutant des tests, etc. C'est les gens qui sont intégrés dans la société française, s'ils donnent des gages à la société française, ils travaillent, ils sont, enfin, je veux dire, l'intégration, c'était pas rien. Enfin, je veux dire, on est un paquet ici d'être d'origine émigrée. Je veux dire, commencer par votre serviteur. Mais, mais un chef d'entreprise m'a raconté qu'une de ses salariés, qui est née en Espagne, qui travaille depuis 20 ans dans cette entreprise, a demandé sa nationalité française, qu'elle lui a été refusée parce qu'elle a, entre parenthèses, répondu qu'elle n'était pas forcément favorable à l'avortement, et une autre question qui était sur la liberté d'expression, alors que c'est une personne qui est parfaitement intégrée, qui travaille, qui parle français, et sur les deux réponses qui n'ont pas convenu, qui n'étaient pas dans l'ordre des choses, on le lui a refusé. Alors, il faudrait commencer par savoir c'est quoi l'ordre des choses et qui en décide et qui le mesure. Mais je trouve qu'on a toujours beaucoup de facilité à commenter, à critiquer. C'est beaucoup plus difficile d'agir. Reste que je suis quand même assez négatif sur cette idée, parce que un test civique, pour reprendre un slogan publicitaire, j'ai envie de dire que 100% des automobilistes qui ont commis une infraction ont passé le permis de conduire, ou presque. Donc un test civique, on peut paraître parfait au moment du test, et c'est pas pour autant qu'on va adhérer aux valeurs de la République ni les respecter. Donc c'est très compliqué quand même. Mais là, je vois pas ce qu'il y a de neuf, effectivement, dans ce qui a été annoncé. Erwan. Oui, c'est surtout que les valeurs de la République, puisque c'est un test sur les valeurs de la République, c'est pas un test sur l'adhésion à la nation française, ce qui est tout à fait différent. Les valeurs de la République, il y a un certain nombre de Français qui n'y adhèrent pas, qui les ont combattus, plutôt à la droite de l'échiquier politique, mais aussi d'ailleurs à la gauche, à l'extrême gauche. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Des gens peuvent avoir des convictions, des croyances. Si par exemple ils observent une foi catholique importante, vous preniez cet exemple, Valérie, effectivement ils adhèrent pas au droit à l'avortement. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il faut leur refuser la nationalité française ? Je ne pense pas. Moi-même, dans mon entourage proche, une personne que je connais très bien a passé son test de nationalité récemment. Et on lui a demandé, est-ce que vous êtes pour plus d'immigration ? Alors, effectivement, quand c'est comme ça, on est obligé de dire oui. En réalité, non. Mais bon, il faut faire. Oui, c'est ça, mais parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être un niveau d'études élevé, mais si vous êtes basique, entre guillemets,
C'est pas forcément évident de savoir répondre à ces tests-là. Pas évident. Et puis, bon, les questions sont très pointues. Du style, quelle est la dernière personnalité qui a été à laquelle on a rendu hommage dans la cour des Invalides? Bon, je suis pas sûr que autour de la table tout le monde le sache. C'est des questions assez pointues quand même, qui existent déjà aujourd'hui. Donc je me demande quelles sont les questions supplémentaires qu'on va poser, mais c'est surtout l'esprit en fait. Tout à l'heure, Arnaud disait justement que c'est pas en faisant des QCM, en posant des questions qu'on vérifie l'adhésion à la nation française. On était autrefois français par sang versé, maintenant c'est par encre versée en quelque sorte. C'est pas possible, on peut pas se réduire à ça, mais en même temps, quelle est la solution ? Quelle est la solution alternative? Je ne la connais pas. Après, on comprend mieux pourquoi il y a eu autant de lois immigration finalement, parce que si à chaque fois on rajoute un gadget avec un QCM supplémentaire, en effet, il faut faire des lois tout le temps. Moi, je pense que la base, c'est la maîtrise de la langue française. Bien sûr. Voilà, parce qu'elle véhicule quand même notre culture, notre les concepts déjà. C'est une langue, c'est concept. Ça, c'est oui, voilà, mais et pour le confort de ceux qu'on accueille. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui permet aussi. Alors l'assimilation ou l'intégration, mais en tous les cas, c'est la base. Et c'est pour ça que je me répète, mais ce ministre qui est sans doute très bien, très volontaire, qui est d'ailleurs lui-même issu de l'immigration, naturalisé en 2012. Exactement. Donc c'est un gadget de plus. Ouais. On va revenir, on va marquer une pause et on va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos d'Israël. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats, on l'a évoqué hier, c'est tombé en plein pendant l'émission, donc cette phrase d'Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie, réaction du CRIF, réaction d'un certain nombre de personnalités qui n'ont pas compris cette phrase. Erwan? Oui, en fait, c'est assez malheureux comme phrase, puisque c'est... vous savez, Netanyahou a souvent parlé du jardin face à la jungle en parlant d'Israël. Et d'ailleurs, Joseph Borrell avait repris cette formule en disant que l'Europe était un jardin dans un monde hostile. Et là, en l'occurrence, Emmanuel Macron inverse, consciemment ou non, la phrase de Netanyahou en disant que finalement, ce serait Israël qui sème la barbarie. On imagine, selon ses propos, dans un monde qui, lui, serait totalement pacifique et qui serait les pays arabes autour. Donc il y a une inversion totale du narratif qui est depuis toujours celui de Netanyahou. Et donc c'est pour ça que ça choque tant à la fois les Israéliens et en même temps les Français de confession juive, puisque c'est en fait un pied de nez à la rhétorique qui est celle d'Israël depuis toujours. En tout cas du gouvernement israélien. On peut aussi noter que Mélenchon, c'est la première fois à retweeter Macron, à retweeter cette déclaration hier. Je l'avais pas vu. Et donc, ça en dit quand même très long, à la fois sur sa stratégie personnelle, politique, qui est de dire, bon, maintenant, il n'y a plus que moi, j'absorbe le macronisme, et face à moi, il y aura l'extrémisme. Il se prépare donc pour lutter contre les fascistes, comme il l'avait dit à son fameux entretien à la presse italienne. Mais sur le fond, il y a quand même un vrai sujet, peut-être qui est assez mal évoqué, enfin en tout cas trop brutalement par Macron, qui est les limites à poser à l'intervention israélienne au Liban. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question de la juste réplique du gouvernement israélien, mais peut-être qu'il faudrait poser un cadre pour proportionner les moyens employés par ce gouvernement. Le problème, c'est que le président s'y prend très mal et qu'il godille, un coup il soutient, un coup il soutient plus. La diplomatie française est devenue totalement illisible. Et je pense que c'est ce qu'il appelle peut-être dans sa tête avoir une position gaullienne, sauf que c'est pas du tout ça. Il aurait fallu qu'il soit dès le début dans la tempérance et pas dans le godillement. Voilà. Frédéric Fougerat. Moi, j'ai le sentiment qu'il est très compliqué d'être audible dans ce type de communication qui devrait plutôt être réduite et extrêmement modérée. Et donc, si j'étais amené à conseiller le président de la République, je lui demanderais plutôt d'être sur la réserve, de laisser travailler la diplomatie dans la discrétion et de ne pas venir alimenter cette guerre de communication et donc d'émotion qui fait que chaque prise de parole, a priori, peut avoir une double interprétation. Et donc, quand on cherche à satisfaire une partie de la population, on va forcément agresser une autre partie et finalement on va déplaire à tout le monde.
Mais il est président de la République. Enfin, oui, mais c'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est obligé d'intervenir tout le temps. Oui, non, mais je dis, il devrait avoir ce recul et cette réflexion sur le poids de sa parole. Alors c'est l'histoire qui nous dira qui a été le plus raisonnable, le plus sage, le plus utile. Mais là, dans l'actualité immédiate, ce n'est que des occasions de se faire taper dessus. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Le président de la République est dans une séquence politique et de communication où il est en vérité complètement exclu. Il a besoin d'exister. Il a besoin d'exister. Le président de la République a un problème avec sa propre représentation. Il faut qu'il parle. C'est l'andouille qui parle. Il faut qu'il parle tout le temps. Et le président de la République, on attend peut-être autre chose. C'est pas ce genre d'invective qui, en plus par rapport à... Enfin, dans un contexte extrêmement compliqué, d'utiliser le terme barbarie. Ouais, nous en avions hérité en communication, mais il y avait une secte très connue en Inde qui pratiquait la théorie du choc. Ce qu'on appelle les thugs, ceux qui étaient les assassins, la version assassin en Inde, c'est la théorie du choc. Et la théorie du choc, c'est d'essayer de mettre systématiquement un éléphant au milieu du salon pour que les gens réagissent tout le temps. Le problème, c'est que le président de la République, il a élevé un troupeau d'éléphants puisque sa communication ne passe que par ça. On a vu qu'il a été très vexé la dernière fois sur la déclaration qu'il a annoncé ne pas avoir prononcée sur Israël, pays créé par une décision de l'ONU. Il a dit que c'était faux, etc. Il a dit que c'était sorti de son contexte. Ouais, ce qui veut dire qu'il l'a prononcé. Voilà, c'est ça, c'est rétropédalage en vocabulaire macroniste. Ça veut dire une colère froide. Hein, voilà, c'est les termes qui ont été utilisés. Voilà. Le président de la République n'arrive pas à s'exprimer autrement qu'en utilisant cette théorie du choc. Ouais. Et particulièrement sur un dossier extrêmement complexe qui est celui du Moyen-Orient, et en plus au Liban. Et on voit bien, en plus, deuxièmement, c'est que ça touche peut-être aussi à des intérêts qui ne sont pas que des intérêts politiques et qui ne sont pas que des intérêts qui touchent aux intérêts stratégiques de la France. On voit bien que la polémique avec Georges Malbruno, journaliste du Figaro, grand reporter, fin connaisseur de toute cette région du monde, nous amène à nous poser des questions. Et c'est pas la première fois. Le président de la République fait des choses très étrange. Quand il s'était rendu au Liban, il avait quand même expliqué l'avis à tout le monde lors de sa visite. Enfin, c'était le président du Liban, en fait. Ça te fait il avait fait une conférence de presse au milieu de la nuit avec le drapeau libanais. Les Libanais lui n'ont jamais rien demandé. Pourquoi il est foutu? Après, il est plus populaire au Liban qu'en France à sa décharge, quand même. Et c'est peut-être là-bas qu'il devrait se présenter. C'est pas la Chine, quoi. Le Liban, c'est un pays de quelques millions d'habitants à peine. Voilà. On disait Big in Japan pour les artistes qui n'arrivaient plus à vendre des albums en France, mais je suis très connu au Japon. Voilà. Big in Japan, c'est ça. Le président de la République. Mais en France, c'est compliqué. Et Georges Malbruno que vous évoquez évoque l'attribution, évoque des circonstances particulières dans l'attribution du marché de la reconstruction du port de Beyrouth et les accords qui ont pu intervenir avec le ministre des Transports libanais qui est proche du Hezbollah. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la déclaration d'Emmanuel Macron. Le président de la République, il nous fait du en même temps, même à l'international. Souvenez-vous quand il appelait à une coalition contre le Hamas au lendemain du pogrom du 7 octobre 2023. Avec des abécédaires sûrement de la citoyenneté à leur bombarder. D'ailleurs, il a été très peu suivi. Là aussi, son annonce a interpellé beaucoup de personnes. Et puis là, vous avez un président de la République qui dit à la veille de l'anniversaire du pogrom du 7 octobre 2023 que la France ne livrera pas d'armes à Israël. Donc à chaque fois vous vous dites mais qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi il sort cette phrase maintenant? Alors cette volonté, et j'entends les communicants, cette volonté d'exister, parce que en interne, vous avez un gouvernement qui travaille aux côtés du Premier ministre, donc il a peu de place pour s'exprimer. Donc la seule place à laquelle il peut encore exister, c'est le volet international. Mais sauf qu'on se
passerait un peu de ces prises de position parce qu'on n'y comprend plus rien. Et quand on n'y comprend plus rien, je pense que l'image de la France et sa crédibilité aussi sur ces questions-là extrêmement sensibles, eh bien, est fortement atteinte. Après, on peut être, et c'est pour ça que les mots employés, puis le positionnement est extrêmement maladroit, c'est qu'on peut être très inquiet, profondément attristé par rapport à ces civils qui perdent la vie au Liban, à Gaza. Des ONG parlent même de famine à venir pendant cet hiver concernant ces populations. On peut être profondément inquiet, mais de là à, voyez, à mélanger tout, à être antagoniste, c'est pas bon pour la France. Voilà, ce n'est pas bon. Non. Non, mais ce mot de et pas lisible. C'est pas lisible. Enfin, on voit une forme de choc qu'on a pu voir dans les différentes réactions et puis d'incompréhension. C'est aussi ça qui il y avait d'autres moyens. La France employé le mot de barbarie particulier avec le Liban. On le sait bien. Nous avons été mandataires au Liban. Nous sommes la France est historiquement le pays protecteur aussi des chrétiens d'Orient. Il y a une relation très importante avec le Liban. Le Liban ils sont peut-être pas très contents avec ça, mais ils ont une constitution qui leur a été donnée par la France, ce qui ne permet pas de aujourd'hui peut-être une politique, une constitution qui a été le français est quand même une des langues officielles du Liban. Il y a la presse, ils nous ont l'Orient le jour, enfin tout ça. Voilà, il y a une présence française pendant très longtemps avant que les Américains prennent notre place. Les universités les plus importantes au Liban étaient les universités françaises. Nous avions un rôle à jouer là-dedans, d'influence. Parce que nous étions avec des amis. Les Libanais sont nos amis. Aujourd'hui, transformer une guerre contre le Hezbollah, ce n'est pas faire la guerre au Liban. C'est faire la guerre au Hezbollah. Alors le Hezbollah, c'est compliqué, ils sont très influents dans le Liban, ils ont pris le contrôle, etc. Mais qu'avons-nous fait pendant des années? Qu'est-ce qu'on a fait contre le Hezbollah pendant tant d'années? Est-ce qu'on a essayé de leur couper leur cash? Est-ce qu'on a essayé de les contrer plus que ça? Est-ce qu'on a empêché leur influence sur le reste de cette zone, etc. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que nous avons fait? Et c'est peut-être ça le problème, c'est que la diplomatie française, parce qu'elle était devenue une espèce de courroie de transmission d'une diplomatie européenne dont on ne savait pas ce que ça voulait dire, a oublié son rôle particulier dans des zones qui sont des zones d'influence historique de la France. Nous avons oublié qui nous étions. Voilà. Mais parce que nos amis allemands ne pensent pas la même chose que nous, nos amis italiens ont d'autres intérêts. Et puis, il ne faut pas vexer les uns et les autres. Enfin, je veux dire, ça va bien, quoi. Mais là aussi où il faut reconnaître que le Premier ministre Netanyahou a eu des propos très malheureux. D'ailleurs, je me souviens du tweet de Valérie Pécresse qui s'en était offusquée, mais à juste titre, et pas qu'elle. Quand il dit, Monsieur Netanyahou, il faut en gros que le Liban se réveille, sinon on va les détruire. Moi, j'entends la guerre contre le Hezbollah. Et d'ailleurs, lui aussi aurait dû. Moi, mes ennemis, ce sont le Hezbollah. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit dans la formule. Il n'y a que cette phrase qui a été retenue. Il a dit: j'encourage les Libanais à se débarrasser du Hezbollah. Enfin, il l'a quand même dit. Mais les propos, les mots ont un sens. Mais à ce moment-là, mais qui se passe? Oui, mais ne les sortez pas du contexte pour le coup. Parce qu'il a dit, il n'a pas dit: je vais raser le Liban. Et en tous les cas, il a dit. Comment il a quand même tenu des propos extrêmement violents en disant, en tous les cas, sinon, en gros, levez-vous, sinon on vous détruit. Mais là encore, les mots ont un sens. Bien sûr que les ennemis sont le Hezbollah, c'est tous les praxis d'ailleurs de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, mais bien sûr. Mais à un moment, il faut être clair. C'est pas dans la première phrase annoncer des termes extrêmement violents qui peuvent choquer, puis ensuite dans la deuxième phrase faire du en même temps qu'on reproche à Emmanuel Macron et dire en fait je reviens sur ce que j'ai dit avant. Netanyahou n'est pas notre président de la République jusqu'à preuve du contraire. Non, donc, mais d'accord, mais en tous les cas, ces propos engagent Israël. Ces propos engagent, mais là le débat il concerne notre président de la République qui nous engage également dans ce qu'il dit. Tout à fait. Mais je veux dire, vu que ça s'inscrit aussi dans un complexe, dans un contexte plutôt de politique globale et d'une guerre qui s'inscrit quand même et qui déstabilise et qui rend vulnérable le Moyen-Orient, Monsieur Netanyahou, lui aussi, il a une responsabilité dans les propos qu'il tient. C'est-à-dire, il est en guerre contre les praxis iraniens, il est en guerre contre l'islam politique.
moi, pour ma part, ça me va et ça va à beaucoup de gens, mais à un moment, qu'ils fassent attention aussi à être pas en contradiction. Il est en guerre, c'est un pays qui a subi. Il est en guerre contre l'islam politique. bien sûr. Il y a ceux dont on parle jamais, ce sont les chrétiens qui sont persécutés aussi par l'armée de Netanyahou. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, la réaction de l'ancien président maronite Michel Aoun à la mort d'Hassan Nasrallah, Michel Aoun, qui suscite quand même quelques ambiguïtés. Mais Aoun, il était un coup bombardé par les Syriens. Derrière, il était pour les Syriens, etc. Enfin, la situation est très complexe. Voilà ce qu'on peut dire. Tout de suite, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Bon week-end. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.